Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Astro Tarotinien, une chaîne où nous allons parler d'astrologie, de tarot et de beaucoup d'autres sujets qui me tiennent à cœur et qui, je l'espère, vous tiennent à cœur aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alchimie des polarités. J'ai déjà publié des vidéos sur YouTube qui parlent d'affinités, des complémentarités, des correspondances entre signes. Aujourd'hui, nous parlons vraiment de polarité, de l'alchimie des polarités. Nous savons que disons, depuis la nuit des temps, en tout cas les traditions initiatiques nous apprennent que tout ce qui existe procède de deux forces complémentaires, on peut dire. Donc yin et yang, ou alors un principe émissif et un principe réceptif, par exemple, ce qu'on appelle aussi les masculins et les féminins, qui n'a rien à voir avec le genre, bien sûr, qui ne sont pas assignés au corps, qui ne sont pas limités aux rôles sociaux, bien évidemment, mais ce sont des énergies. Des énergies universelles. Et en astrologie, ces énergies sont représentées dans la roue du zodiaque par les 12 signes qui sont représentés de façon en alternance, voilà, c'est-à-dire que les 12 signes s'alternent, un signe dit masculin, c'est-à-dire yang, et féminin, c'est-à-dire yin. Or, nous allons voir comment ces signes, à travers ces filtres d'interprétation, les signes élaborent l'aspect relationnel, ce qu'on appelle en d'autres termes amour. Mais avant de rentrer dans le sujet, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre un pouce si la vidéo vous plaît, d'activer la clochette des notifications pour recevoir les vidéos, d'aller découvrir les pages Instagram Astro Tarotina où je parle d'astrologie, des tarots et de beaucoup plus de choses, et m'écrire un mail à mariachristine.astrotarot avec un T à la fin @gmail.com pour demander une consultation d'astrologie des tarots ou d'astro-tarot, ou alors pour aussi recevoir le mail hebdomadaire ou encore les questionnaires pour évaluer vos connaissances d'astrologie des tarots. Mais rentrons tout de suite dans les sujets. Donc nous avons parlé de polarité. Donc polarité qu'on peut appeler yang masculine ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi émissive. Et ce sont les signes de feu et d'air. Voilà les éléments, voilà, ça c'est le feu et l'air en soi, donc vous les retrouvez dans d'autres vidéos. Et ça, ce sont tous les signes, voilà, qui correspondent à ces pôles masculins yang, c'est-à-dire Bélier, Gémeaux, Lion, Balance, Sagittaire, Verseau, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent une énergie d'extériorisation, d'affirmation, de mouvement certainement vers l'avant. Donc dans leur partie relationnelle, dans leur façon d'aimer, ils sont directs, ils sont créatifs, je peux dire aussi. C'est un amour qui va vers l'avant. Mais il ne faut pas les réduire comme d'habitude à un stéréotype, c'est-à-dire à celui de l'impulsion ou alors du pouvoir, hein, parce qu'ils portent en eux vraiment la capacité d'une vision, d'une intention sacrée, c'est-à-dire ils aiment en montrant quelque chose, en bâtissant quelque chose aussi. Passons maintenant à la polarité féminine, donc la polarité yin, qui peut être vraiment représentée par la matrice qui accueille, donc les signes féminins, ils sont là, ils sont le taureau, cancer, vierge, scorpion, capricorne et poisson, ils sont vraiment liés aux éléments eau et terre, voilà. J'espère que je choisis les bons éléments tout à l'heure. Bon, bref, vous verrez. Et ils expriment une dynamique qui est vraiment une dynamique d'intériorisation, de réceptivité. Et on peut dire que en astrologie, ils portent, comment dirais-je, une capacité relationnelle, ce qu'on appelle amour, voilà, fait de profondeur, fait de lenteur, fait de soin, fait de présence continue, d'écoute, d'intuition. Et encore une fois, les stéréotypes, ce n'est pas la passivité, mais plutôt le pouvoir magnétique, le pouvoir même des transformations. C'est pour ça qu'on dit guérisseur. Ils aiment en enveloppant, ils aiment en accueillant, en contenant, en révélant aussi ce qui ne peut pas être dit. Or, quand il y a une rencontre de polarités opposées, c'est-à-dire de signes yin et yang pour se comprendre, masculin et féminin, ben, généralement cela veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand qui doit être développé, qui doit être transformé. C'est comme s'ils devaient à deux constituer une unité supérieure. Donc il ne s'agit pas d'effacer la différence, encore une fois, mais de devenir, je dirais plutôt plus correctement, un miroir l'un pour l'autre.
Et donc c'est vraiment, comment dirais-je, c'est comme une danse dynamique entre celui qui initie et celui qui reçoit. Quand il y a en revanche deux polarités qui sont similaires, c'est-à-dire de signes yin ou de signes yang, voilà, on peut dire que la relation est plus fluide, est plus naturelle, mais aussi exposée à des excès. Par exemple, deux signes qui sont masculins peuvent avoir une relation bien sûr dynamique, enthousiaste, créatrice, mais aussi on peut retrouver de la compétition, de l'égocentrisme, même de l'agitation mentale. Et quand il y a deux signes féminins, ah oui, les relations peuvent être profondes, intuitives, nourrissantes, mais elles peuvent tendre vers la fusion, donc vers l'inertie ou vers une espèce de mélancolie partagée. Donc, ce sont des unions, dans les deux cas en tout cas, que ça demande vraiment une grande conscience de soi, parce que c'est la rencontre de l'autre, c'est le fait de ne pas risquer de tomber dans des excès. Or, allons voir maintenant sur la roue du zodiaque. Là, voilà, voilà les 12 signes. Et donc, chaque signe a devant un signe qui est sa polarité opposée. Donc, nous allons commencer par le commencement, je dirais. Voilà, par le bélier et la balance. Et voilà, ces deux signes-là, le feu et l'air, pardon. Donc la qualité dominante, c'est vraiment la passion et la complémentarité. L'attention qu'on peut retrouver, c'est l'idée de volonté versus, je dirais, l'idée d'harmonie. C'est vraiment l'axe, on le voit bien là, c'est ce qu'on dit aussi en astrologie, je-nous. Hein. Et donc c'est entre la lutte d'un côté et le contrat de l'autre, hein, entre la flamme et le souffle. C'est vraiment un duel qui peut être élégant, entre l'affirmation de soi et en même temps la quête de l'équilibre. Le bélier veut vivre à une intensité très haute, sans détour. La balance cherche toujours la beauté de l'équilibre, de la réciprocité. Et donc je dirais qu'ils doivent tendre à un ajustement vibratoire pour s'élever vers quelque chose qui est un service commun. C'est pour ça que moi j'aime bien parler dans les cas de ces deux polarités-là, de guerrier de la paix. Hein. Chercher la justesse dans le monde. Alors, on suit par le taureau et le voilà, il est où le taureau et le scorpion que je ne trouve pas, bien évidemment. Il est passé où? Il est là, voilà, le taureau et le scorpion. Donc c'est vraiment la chimie de profondeur. La qualité dominante, là c'est vraiment la sensualité profonde et la tension potentielle peut être quelque part la possessivité. Parce qu'ici l'amour devient d'un côté matière et de l'autre côté mystère. Les taureaux bien sûr incarnent la chair, la terre fertile, mais aussi la constance, le scorpion la profondeur, la métamorphose. C'est un amour vraiment alchimique au sens propre du terme qui va vers la sensualité, la transmutation. Et le taureau veut posséder le scorpion quelque part, oui, mais pour transformer, pour laisser partir. Donc le défi, c'est vraiment celui de l'attachement. Éviter l'attachement, aller vers une liberté mutuelle, à travers bien sûr une intensité, une sorte de guérison, mais qui peut aussi consommer selon qu'on l'alimente par la peur ou alors par la lumière. C'est une sorte de puissance tellurique, vraiment de fusion, qui sert à transmuter la peur de perdre en la transformant en capacité d'offrir. Donc c'est vraiment deux polarités qui donnent l'opportunité d'une guérison du corps et de l'âme, en incarnant un amour profond, mais qui n'a rien à voir avec un attachement, un enchaînement, j'allais dire. Passons maintenant aux Gémeaux et au Sagittaire. Voilà. Gémeaux Sagittaire, donc c'est vraiment l'aventure de la pensée. La qualité dominante, bien sûr, c'est d'un côté les jeux mentaux et de l'autre côté la liberté. Et l'attention, c'est vers l'instabilité émotionnelle. Pourquoi? Allons voir. Parce que ce couple, cette polarité-là, hein, voilà, ils parlent, ils jouent le voyage, ils s'amusent, ils apprennent surtout. Donc c'est une espèce de symphonie de l'intelligence, c'est la curiosité, c'est une exploration mutuelle, c'est une ouverture, c'est la légèreté. Mais parfois la légèreté peut devenir quoi? Fuite, parce que le Gémeaux papillonne, je vais y arriver,
Le Sagittaire, lui, il prêche. Donc, leur défi, c'est vraiment quoi? De descendre dans l'émotion dont ils savent très bien parler, mais vraiment la ressentir. L'intellect ne suffit pas. Il faut apprendre à ressentir ce qu'ils verbalisent. Et donc, c'est vraiment une espèce d'élévation mentale. C'est une quête de la vérité, c'est une transmission de savoir, c'est une éducation inspirée. C'est vraiment une espèce d'humilité de ne pas tout comprendre pour laisser de la place au fait de ressentir. Passons maintenant au Cancer. Et au lion, le voilà. Pardon, le Cancer, les Capricornes. Cancer et Capricorne, voilà, c'est vraiment la maison, le foyer d'un côté, et de l'autre côté, je dirais la montagne, c'est-à-dire c'est la sécurité et c'est la responsabilité. Et la tension potentielle, c'est vraiment la tendance au repli, au fait de se replier sur soi. Le Cancer a besoin de tendresse, de chaleur du lien. Les Capricornes recherchent la solidité de la construction, de la structure. Donc c'est la vulnérabilité d'un côté et c'est la maîtrise de l'autre. C'est la patience d'un côté et c'est, si vous voulez, aussi la protection d'un côté, envie de protéger pour les cancers, mais aussi d'être protégé. Et les Capricornes, c'est le fait de construire quelque chose. Donc, c'est une rencontre de polarités, un lien, une relation qui demande quoi? Qui demande de l'engagement profond. C'est pour ça qu'ils sont, disons, les gardiens de l'œuvre qu'ils sont en train de construire, qui peut être une famille, qui peut être une institution, qui peut être une mission. Donc, c'est un amour de maturité aussi qui s'engage dans la durée. Et puis voilà les lions que j'ai cités tout à l'heure. Les lions que nous retrouvons face au Verseau, le voilà. Et donc c'est les rayonnements et la vision. Donc la qualité dominante c'est la créativité et l'originalité. Et l'attention c'est certainement l'ego d'un côté et le détachement de l'autre. Ensemble, ils cherchent à concilier quoi, l'unicité de l'individu avec l'intelligence du collectif. Les lions aiment être vus, le Verseau aime la liberté, être libre. Les lions cherchent la reconnaissance, les Verseaux cherchent l'autonomie. Et donc, disons que l'attention, c'est celle de chercher et de trouver un respect mutuel dans la différence, un amour qui élève à travers l'innovation, à travers les rayonnements collectifs. Donc, c'est un amour, je peux dire, qui donne lieu à qui devient des laboratoires de société, des visions partagées, aussi liées à l'évolution des valeurs. Et puis, la dernière polarité, c'est vraiment Vierge-Poisson, c'est les services, l'offrande d'un côté, les rêves de l'autre, la dévotion, la raison d'un côté pour effectivement la Vierge et l'émotion de l'autre. La Vierge nettoie, le Poisson transcende, la Vierge cherche de l'ordre, le Poisson l'extase, la Vierge cherche les gestes justes, le Poisson l'abandon sacré. Donc la Vierge peut trouver le Poisson un peu irrationnel. Le Poisson peut se sentir un peu du sourd de la compréhension de la Vierge. Donc le défi est vraiment d'honorer les différences comme une complémentarité sacrée. La Vierge apprend la foi et le Poisson un peu la structure. Donc généralement ça pousse vraiment à une guérison spirituelle, même concrète, parce que la Vierge c'est vraiment un signe des terres, donc c'est concret, donc à servir ensemble quoi, une cause, une énergie, une œuvre de paix. Voilà, donc ça c'est, on a un peu détaillé la chimie des polarités et nous pouvons voir quoi? Nous pouvons voir que nous sommes tous uniques. Ça, je le répète tout le temps, c'est-à-dire que dans chaque thème natal, c'est unique, nous sommes tous uniques, nous sommes tous faits d'un entrelac de planètes, d'aspects, des maisons, d'axes, des nœuds. Donc, quand nous aimons quelqu'un, quand nous sommes en relation avec quelqu'un, nous ne sommes pas en relation qu'avec son soleil ou son ascendant ou sa lune, mais avec tout cet ensemble de choses. Donc, le thème ne nous dit pas quelque part qui je suis, mais il me dit comment j'ai choisi de m'exprimer dans cette incarnation-là. Et de la même façon, le thème ne nous dit pas qui nous devons aimer, mais comment nous sommes appelés, bien évidemment, à aimer. Et l'autre, je dirais, c'est pas une carte de prédiction. Pour moi, c'est vraiment beaucoup plus, je la rapproche beaucoup plus d'une partition musicale. C'est-à-dire, quand je regarde un thème, c'est vraiment quelles sont les notes dominantes, aussi bien évidemment d'un point de vue relationnel,
quelles sont les dissonances à harmoniser, quels sont les silences, mais qui sont tellement porteurs de vérité. Et bien évidemment, nous avons parlé des signes, nous avons parlé des éléments, mais nous avons d'autres éléments qui nous aident à lire. Et ces éléments, ce sont les planètes et les astres. Alors, le soleil nous parle de la volonté, du rayonnement de la personne, de l'identité essentielle, la lune de notre monde émotionnel, du besoin profond, de l'attachement. Je parle toujours par rapport à la relation. Vénus, bien évidemment, m'indique ma manière d'aimer, mais aussi d'être aimé, c'est dont j'ai besoin, et aussi ma manière de désirer. Mars, bien sûr, aussi l'élan, le désir, la sexualité, l'action surtout, l'action dans les liens, dans la relation. J'ai oublié quelqu'un. Nous avons aussi Saturne qui est important dans la relation effectivement, mais il m'indique les engagements, la solidité du lien. Et nous avons aussi Neptune, les rêves, l'idéal, mais aussi l'illusion de l'autre quelque part. Le nœud nord aussi, voilà. Et quand nous avons par exemple une synastrie, c'est quand nous superposons les thèmes de deux personnes. Si par exemple la Vénus de l'un touche la lune de l'autre, on peut dire qu'il y a quelque chose de doux et de nourrissant. Si Mars de l'un conjoint au Soleil de l'autre, on peut dire qu'il y a une attraction puissante mais conflictuelle. S'il y a une rencontre entre par exemple des points comme le nœud ou des planètes personnelles aussi, d'autres, on peut dire qu'il y a des rencontres karmiques. Mais effectivement, les deux planètes qui nous regardons aussi beaucoup par rapport au relationnel, ce sont vraiment Vénus et Mars, d'accord? Parce que Vénus nous indique, là voilà Vénus, comment je me sens aimée. Si elle est un cancer, par exemple, j'aurais besoin de tendresse. Si elle est un verseau, j'aurais besoin de liberté dans les liens. Si elle est un scorpion, j'aurais besoin d'une intensité exclusive. Mars révèle comment j'entre en relation avec les désirs. Donc, si c'est un bélier, c'est une façon très claire, très frontale. C'est un balance, c'est plutôt stratégique. Si c'est un poisson, c'est plutôt magnétique. Vous voyez, et aussi les aspects sont importants. C'est-à-dire, il y a une Vénus qui est trigone, c'est-à-dire qu'il y a un aspect harmonieux avec Mars, ben, ça donne une alchimie sensuelle profonde. Si en revanche, il y a une opposition, c'est une attirance, mais il y a de la lutte. Et s'il n'y a pas d'aspect entre Mars et Vénus, toujours dans une synastrie, quand on superpose deux thèmes, ben, dans ces cas-là, on ne veut pas dire qu'il n'y a pas des liens, des relations, mais qu'on doit la nourrir consciemment, constamment. Et puis, il y a aussi un autre élément que nous allons voir, que nous allons regarder, ce sont les maisons. Vous voyez, ce sont cette division dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et nous allons regarder en particulier la maison 7 et la maison 8. Pourquoi? Parce que la maison 7, c'est celle qui est en face de la maison 1, donc moi, je et l'autre. Et donc, elle m'indique ce que j'attire, ce que je projette, ce qui me complète, quel est mon alter ego quelque part. Quel est mon partenaire, quel type d'énergie j'attire, ce que je projette sur l'autre. Et donc, ce qu'il y a dans cette maison, c'est-à-dire dans quel signe elle se trouve, s'il y a des planètes dedans, quels sont les aspects qu'elles forment, les planètes, nous donne des indications importantes. Par exemple, une maison 7, toujours là, la maison 7, vous voyez, une maison 7, un poisson, ben, je dirais que je cherche plutôt des relations fusionnelles, même parfois floues. Si elle est un Capricorne, au contraire, j'ai besoin de structure, d'engagement, de maturité dans les relations. S'il y a Saturne, par exemple, on me dit que l'amour, la relation peut être une épreuve formatrice. Et s'il y a Neptune, que j'ai aussi des idéaux, mais que je peux être aussi proie aux illusions. Donc, et la maison 8 que j'ai citée aussi nous parle des éléments fusionnels qui transmutent, qui sont très importants. Mais voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que ça serait autre chose. Et on voit aussi que dans les synastries, quand on superpose les thèmes, parfois on peut dire « Ah, ce sont des personnes qui appartiennent, dont le soleil, même l'ascendant appartiennent à des signes qui ne sont pas tellement complémentaires. » Mais en effet, comme je vous l'ai déjà expliqué, un thème c'est vraiment très complexe. Donc quand on le superpose, on peut voir qu'il y a des aspects par les jeux de maison, des nœuds, des planètes, des aspects qu'elles forment qui sont subtils et qui nous indiquent qu'il y a une manière de se transformer. Parce que la relation vient pour nous aider à nous connaître mieux et donc aussi à nous transformer. Par, je dirais presque, résonance et surtout par la conscience du lien. Parce que les liens peuvent aussi être là, mais si on n'en est pas conscient,
on ne peut pas prendre acte et donc on ne peut pas, on ne peut pas l'accueillir et l'accueillir pour évoluer. Voilà. Je vous laisse avec une petite pratique, comme toujours. Hein. Donc, vous prenez votre jeu du tarot de Marseille, vous les mélangez et on tire 2 cartes. On tire 2 cartes en nous posant cette question très simple. Que m'enseignent ces 2 cartes que je vais tirer sur la relation du masculin et du féminin à moi? Donc nous tirons les 2 cartes et puis comme d'habitude nous les observons sans juger, en acceptant ce qui émerge, en accueillant aussi ce qui émerge, en essayant de l'alchimiser, en essayant de ressentir le soleil et la lune qui se rencontrent dans notre fort intérieur. Et je vous laisse avec pas une citation cette fois-ci, mais une réflexion qui dit aimer, c'est reconnaître dans l'autre un fragment de l'un. C'est servir sans saigner. C'est s'offrir sans se perdre. C'est être 2 instruments différents qui jouent une partition commune. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme toujours, mettez un pouce si la vidéo vous a plu, inscrivez-vous à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas fait, activez la clochette des notifications, allez découvrir les pages Instagram, envoyez-moi un email mariacristina.astrotarot avec un T à la fin, @gmail.com pour demander une consultation d'astrologie des tarots ou d'astrotarot, pour demander à recevoir gratuitement la newsletter que j'envoie toutes les semaines, ou alors recevoir les questionnaires pour évaluer vos connaissances d'astrologie et de tarot. Merci, merci, merci pour votre temps, parce que comme je le dis toujours, la santé avec le temps, ce sont nos biens les plus précieux. Donc je vous remercie de m'avoir accordé une partie de votre temps. Merci et à la prochaine. Merci.